Mostervinou qui est sur ses appuis, qui remet à Moulumba. Attention, il va y avoir essai. Colby, 1 2 contre 1, magnifiquement joué pour le premier essai du match de Yoann Huget. Regardez, attaque de Thibaut Pinot. Yann Potiger pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Avec Nori Benaliba. Le but énorme. Bonjour à toutes et à tous. Dans la feuille de match rugby, on continue même en période de confinement. On continue à quand même vous proposer quelque chose. Et aujourd'hui, on a quand même une belle invitée de marque dans la feuille de match. Tout d'abord, les personnes qui vont m'accompagner. Bonjour Victoria. Salut à toi. Un très beau maillot derrière du 15 de France. Totalement en raccord avec... Exactement, totalement en raccord avec ce dont on va parler. Julien qui est aussi présent. Bonsoir. Bonjour Julien. Ouais, bonsoir. On a un peu de mal. J'attends la suite. Et notre invité aujourd'hui, on va lui poser toutes les questions qu'on a préparées. On en a préparé pas mal. Je pense qu'il y a de quoi répondre. International à 15, international à 7 du 15 de France, joueur arrière à Montpellier. Montserrat Amédée est avec nous. Bonsoir Montserrat. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir dans vos locaux, même si du coup c'est à l'extérieur. C'est ça. Alors justement, Montserrat, première question, voilà, avec tout ce qu'on connaît, maintenant. Comment vas-tu et le confinement, comment ça se passe? Où es-tu? Comment vis-tu cette période assez exceptionnelle? Et ben du coup depuis mi-mars confiné dans le Tarn chez ma coloc avec qui je vis sur Paris pour le rugby. Voilà, je vais très bien même si le rugby manque un petit peu, l'équipe aussi. Mais voilà, ça fait partie du jeu et il faut surtout penser à la santé pour le coup du monde entier. Donc voilà, tout le monde est concerné et je reste bien chez moi confinée. Exactement, on le répétera jamais assez, je pense. Rester chez vous, c'est impératif pour le bien de tout le monde. Alors Montserrat, dans les grandes lignes un peu ton parcours, j'ai appris quelque chose juste avant l'émission. Donc Montserrat et le sport, ça a commencé par pas mal d'années de gym. Combien d'années exactement? C'est ça. Alors j'ai fait 13 ans de gymnastique artistique aux agrès. Donc j'ai commencé à la baby gym à l'âge de 3 ans. C'est vrai que j'ai deux frères et une grande sœur et nos parents ils ont voulu nous mettre au sport très tôt et il se trouve que la gym c'est quelque chose très pratique pour ça, donc tout le monde a la baby gym et ça a duré pendant 13 ans, donc voilà, une très belle expérience de gymnaste et après j'ai pu quand même aussi toucher à d'autres sports, que ce soit avec l'UNSS au collège ou pour m'amuser avec mes copains. Donc c'était tout sport, c'est ça. Et donc après, il y a eu le handball aussi apparemment. C'est ça. Donc après la gymnastique, c'est vrai que j'avais peut-être besoin de m'ouvrir à d'autres sports, peut-être d'un côté sur le plan collectif. Donc j'ai testé le handball et le rugby en même temps en fait. Donc dans des clubs et du coup j'ai vraiment accroché avec ces deux sports parce que je prenais vraiment beaucoup de plaisir à traverser le terrain, à faire des grandes courses, des grands sprints et puis de faire jouer les autres autour. C'était aussi ça qui me plaisait, que ce soit rugby ou handball, parce que ça se rapproche aussi. Et voilà, donc après j'ai eu une opportunité, on va dire, qui s'est ouverte sur le rugby. On m'a proposé de faire des tests d'entrée dans un pôle à Toulouse. Donc voilà, moi je connaissais pas encore vraiment trop le rugby féminin. Je suis d'Agen, je suis née à Agen, donc quand même tout ce qui est rugby je connais très bien. J'allais tous les week-ends au match du SUA, donc à fond une fervente supportrice. Mais voilà, tout ce qui tournait autour du rugby féminin, c'est vrai que je n'avais pas trop d'idées.
Et du coup, quand on m'a dit qu'il y avait un pôle qui existait, c'est vrai que moi, ça m'a donné envie, en tout cas, de tenter l'aventure pleinement. Ouais. Bon, voilà, ça s'est fait assez rapidement. Et du coup, l'année après ma première saison de rugby, j'ai intégré le pôle espoir à Toulouse pour mes 2 dernières années au lycée. Donc ma première et ma terminale. Julien, tu voulais dire quelque chose? Ouais, t'as parlé de ta famille. Est-ce que ça a joué un rôle important vraiment déjà dans tes premières années dans le sport et après même plus tard dans la carrière en général? C'est ça en fait, c'est que depuis toute petite, je fais du sport. C'est vrai qu'autour, dans la famille, on est quand même assez sportif. J'ai mon père qui a fait du rugby, mes oncles pareil, tous mes cousins en font. Donc il y a quand même ce côté très rugby qui est ancré dans notre famille, dans la région, hein, dans le sud-ouest, c'est ancré dans la plupart des familles. Donc voilà, mais c'est vrai que moi, le rugby, c'est venu. C'est pas forcément ma famille, on va dire, qui m'a poussé à faire du rugby, hein, parce que voilà, c'est venu sur le tard. J'aurais pu aller en école de rugby, hein, mais en fait, c'était pas du tout dans, dans mes objectifs ou même dans mes envies à la base. Et, mais c'est vrai que le fait de voir que dans ma famille, ça plaisait aussi que je fasse du rugby, que je m'épanouisse dès mes premières années, forcément, moi, ça m'a donné envie de continuer. Et voilà, le fait de voir ma famille au bord des terrains, forcément, ça fait plaisir aussi. Et après, quand je suis partie à Toulouse, il y a eu ce premier moment de distance un petit peu avec eux. Mais en tout cas, mes années au pôle se sont très bien passées. J'ai pu progresser dans mon rugby, avoir mon bac. Ça aussi, ça fait partie du cursus. Et voilà, j'ai toujours été soutenue dans tout ce que je voulais entreprendre. Et encore aujourd'hui, ils sont bien là et je pense qu'ils sont fiers de la petite carrière que je suis en train de vivre. Et voilà, il y a vraiment de belles choses à venir, je l'espère. Victoria. Donc, oui, justement, avant ta carrière de rugby, tu as pratiqué d'autres sports. Et on voudrait savoir qu'est-ce que ces autres pratiques sportives ont pu t'apporter dans le rugby? Déjà, tout d'abord, la gymnastique, le fait d'avoir été très jeune, quand même, tout ce qui était par rapport à la perception un petit peu de mon corps, de savoir au niveau de la coordination, du gainage, de se repérer dans l'espace, tout ça, c'est vrai que moi, ça m'a permis d'être, je pense, habile, assez, bon, peut-être pas très souple. J'étais pas une gymnaste très souple, hein, malheureusement. Comme on pourrait penser, à chaque fois, on dit que les gymnastes sont très souples, mais il y en a qui sont un peu plus raides que d'autres. Mais voilà, moi, en tout cas, sur le plan énergétique, sur le fait d'être, voilà, j'étais une gymnaste qui aimait qui aimait vraiment les éléments où il y avait beaucoup de mouvements, du rebond, tout ça. Donc à ce niveau-là, j'étais pleine de ressources, on va dire. Et du coup, après, petit à petit, le fait d'être arrivé sur des sports plus collectifs, vraiment sur cette notion de la vision du jeu, le fait de pouvoir être sur le terrain avec les autres. Donc, tout ça, je pense que ça m'a permis de créer un petit peu une intelligence autour du jeu, tout ça. Donc, il y a plein de petites choses qui se sont créées au fur et à mesure. Et donc, tout ça m'a bien sûr apporté. Et alors, justement, tu parlais du handball tout à l'heure. On fait souvent ce rapprochement entre le handball et le rugby, que ce sont deux sports qui finalement se ressemblent assez vraiment, notamment dans les valeurs et tout. Toi qui as vécu ça, est-ce que tu confirmes? Ouais, c'est ça, c'est très fort parce que le handball, c'est un sport en France notamment qui réussit. Hein, et les hommes sont X fois champions olympiques. Il y a quand même un engouement autour de ce sport. Moi, c'est ça qui m'a de suite plu, hein, dans cette famille-là du handball. Et après, dans le jeu, ouais, même au niveau du contact, même si on n'amène pas les joueurs au sol, on les retourne pas ou quoi que ce soit, mais il y a quand même une notion de contact et de virulence qui est importante parce que le jeu fait que si on veut arrêter son adversaire, il faut quand même lui faire face. Donc,
Et c'est vrai que le fait d'avoir commencé au handball, moi, ça m'a permis de rentrer un petit peu dans ce contact-là qui m'était complètement inconnu quand je faisais de la gymnastique. Hein, le fait d'être à un contre un face à quelqu'un, voilà, c'est vrai que je jouais pas mal au foot aussi dans la cour de récréation ou quoi, mais du coup, le vrai contact, c'était quelque chose que j'avais pas encore connu. Donc, c'était une belle première approche, le fait d'avoir commencé par le handball. Alors, justement, donc ton parcours, donc tu as commencé le rugby donc à Agen, pas mal d'années à Agen. Donc là, après le grand saut, on l'a dit, où tu es parti vers Toulouse et notamment à jouer à Blagnac. Et maintenant, quand même, aujourd'hui, joueuse de Montpellier, qui est peut-être la référence dans le paysage du rugby féminin français. Quels sont les avantages, pardon, de jouer dans un aussi grand club que Montpellier, parce que c'est quand même, ce que je viens de dire, la référence dans le rugby français. Ouais, tout d'abord, enfin, je vais revenir un petit peu à comment je suis arrivée à Montpellier parce il s'est passé quand même pas mal de choses. J'ai fini mes 2 années au pôle. Je passe du coup en senior. Nous, chez les filles, dès qu'on a 18 ans, directement en senior. Donc, je suis à Blagnac, un bon club aussi de rugby féminin. Et du coup, je suis aussi à la fac à Toulouse où je fais le rugby universitaire. Donc, voilà, je continue vraiment à jouer au rugby à fond, où j'entreprends vraiment beaucoup de choses. Et je connais ma première sélection avec les moins de 20 ans en équipe de France. Donc, il y a ça aussi qui arrive. Donc, voilà, ça commence à prendre de l'ampleur. Et du coup, après, sur ma première année en senior où je suis encore à Toulouse, pardon, je m'y retrouve un petit peu. Je sens que je peux encore progresser. Et c'est vrai qu'à Toulouse, je jouais à Blagnac, pardon, je jouais au poste d'ailière. Donc c'est vrai que j'avais envie de plus. Moi, dans mon profil, voilà, c'était quand même l'idée de faire jouer beaucoup autour de moi, d'avoir plus de ballons peut-être aussi, parce que quand on est à l'aile, souvent on peut passer des matchs sans trop avoir le ballon. Donc il y a ça aussi qui manquait un petit peu. Et du coup, j'ai eu l'opportunité à la fin de la saison d'aller à Montpellier, et en même temps, dans ce même été, j'ai pu signer mon premier contrat à 7. Donc ça, c'est l'année 2015 où je signais mon premier contrat. Donc en fait, je change de club, je vais à Montpellier et en même temps, je signe mon premier contrat à 7 à Marcoussis, donc au Centre national de rugby. Donc voilà, deux choses assez incroyables. Donc bien sûr, quand on me propose pendant l'été de signer le contrat à 7, je ne refuse rien. J'appelle directement mes parents en leur disant bon voilà, il y a ça qui m'arrive, feu quoi, il y a pas de questions à se poser. J'étais à Toulouse, mais maintenant je vais à Montpellier et en même temps à Paris. Donc il y a aussi tout ce qui se passe autour de ma vie, hein, de rugby, mon entourage, tout ça, mais je m'éloigne encore. Mais voilà, tout s'est bien passé. Et du coup, le fait d'être arrivé à Montpellier en 2016, sur la saison 2015-2016, ça m'a permis pour le coup, j'ai pu jouer au poste de numéro 10 et arrière. Donc là, j'ai intégré vraiment tout ce que je voulais. Et dans ma progression, ça a été top. Et pour en revenir au club de Montpellier, quand je suis arrivée, c'est vraiment un grand club de rugby féminin. Hein. Il y a énormément de titres de championne de France. Et c'est pas un hasard parce que autour de la joueuse, il y a quand même l'accompagnement. Il y a des objectifs qui sont précis, qui sont donnés par le club, des structures qui permettent aussi aux joueuses de s'entraîner, notamment une préparation physique qui est adaptée pour chaque joueuse aussi. Moi, j'avais un statut particulier, donc j'étais à la fois avec le 7 et à la fois avec le club. Donc, j'étais pas toutes les semaines là aux entraînements. Il fallait, en plus, c'était sur une préparation olympique pour les 2016. Donc, j'étais vraiment à deux vitesses, quoi, avec le club et le 7.
Donc ils ont été très compréhensifs et je les remercie encore aujourd'hui de m'avoir laissé l'opportunité de vivre l'expérience à 7 et le club comme encore aujourd'hui, et ça fait 4 ans déjà. Victoria. Oui, bon, justement, tu nous as parlé de ta première sélection avec les moins de 20 ans, du 7 et du 15, donc tu es international à 7 et à 15. Comment tu as vécu ta première sélection dans chacune de tes équipes? Alors, avec l'équipe de France à 7, donc c'était ma première sélection avec l'équipe de France, c'était celle à 7, c'était en 2014. Je venais d'avoir 19 ans, ça faisait 3-4 jours que je venais d'avoir 19 ans. Donc on était déjà, c'était à Londres, on était déjà à Londres. Donc voilà, j'ai vécu mon premier anniversaire avec les settistes. Donc super ambiance et c'était une année très très importante parce que c'était pour la qualification olympique. Et il restait 2 tournois dans l'année. Donc j'ai fait ces 2 derniers tournois de la saison un petit peu par surprise parce qu'en fait je n'étais pas encore sous contrat en 2014 et en fait ils m'ont appelé parce qu'il fallait il y a eu, je pense, quelques blessés et aussi des filles qui étaient peut-être fatiguées sur la fin de la saison. Donc ils m'ont laissé l'opportunité et du coup j'ai pu jouer ces 2 tournois, donc Londres et Amsterdam. Et voilà, à Londres, là les souvenirs qui me viennent, c'était vraiment ouais, submergée par pas mal d'émotions, mais surtout être vraiment heureuse d'être sur le terrain, même que ce soit sur le banc avec les filles, c'était super. Et du coup, en comparaison avec le 15, donc ma première sélection avec le 15, c'était en 2017. Donc il y a quand même eu un décalage entre mes 2 premières sélections. Tout simplement parce que je n'ai jamais fait de tournoi de 6 nations. Et en 2017, en fait, ma première sélection, c'est en Coupe du Monde. La Coupe du Monde en Irlande, contre le Japon, où je marque un essai. Donc voilà, sur ces souvenirs, il y avait mon père aussi dans les tribunes. Donc première sélection à 15 avec le papa qui a fait le déplacement. Donc je savais qu'il était là. Donc c'était un super souvenir. Et en plus, on a gagné largement. Donc il y avait tout qui était fait pour que ce soit une belle entame dans la Coupe du Monde et ma première sélection. Donc c'était génial. Julien, vas-y. Oui, tu joues à 7 et à 15. Et du coup, je me demandais, parce que moi j'ai plus l'habitude du 15, qu'est-ce qui te manque du 15 quand tu joues à 7 et inversement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te manque du 7 quand tu joues à 15? Les différences un peu, ce que tu aimes dans l'un, dans l'autre? Ouais, donc il faut savoir qu'à 7, je joue un poste numéro 5. Donc c'est pareil, c'est le demi d'ouverture, on va dire, parce que donc je fais un petit récap sur le jeu à 7. Il y en a 3 dans la mêlée. Il y a 2 piliers, un talon. Le numéro 4, c'est le numéro 9. Le numéro 5, c'est le numéro 10. Et après, il y en a un centre et une ailière. Donc voilà un petit peu le prototype. Et du coup, quand je joue à 15, ce qui me manquerait un petit peu, c'est peut-être le nombre de ballons joués, parce qu'à 7, on touche énormément de ballons, on est moins nombreuses. Et après, ouais, c'est ça. Enfin, moi, c'est surtout le fait de pouvoir s'investir sur chaque action, essayer d'apporter sur chaque action. C'est vrai qu'à 15, on peut pas forcément, mais ça laisse quand même plus le temps de faire autre chose. Mais voilà. Et après, quand je joue à 7, ce qui me manque à 15, ce qui me manquerait pour le 15, c'est sur le jeu au pied d'occupation. C'est vrai qu'à 7, on s'en sert pour faire des rasants, pour des coups de pied, pour soi. Mais c'est vrai qu'à 15, il y a cette notion de stratégie un petit peu, le fait d'occuper le terrain, de mettre la pression sur le troisième rideau. Ça, j'aime bien. Donc ça manque un petit peu des fois de mettre des grands coups de tatane. Voilà, quand je joue à 7, c'est vrai qu'il faut éviter parce que la possession est très importante. Donc, si on se débarrasse du ballon, il faut soit être très très technique. Mais voilà, c'est ce jeu au pied là qui parfois me manque un petit peu. Alors, justement, pour revenir sur ta carrière à 15, je vois que tu as eu
Donc, tu as 5 sélections et les 5 en Coupe du Monde. C'est assez original quand même. C'est ce que je me suis dit en fait sur l'année 2016-2017. Donc je suis sous contrat avec le 7, donc je fais toute ma saison en World Series, donc je fais les 6 tournois de la saison. C'est une saison où j'ai vraiment beaucoup de temps de jeu, où je suis en forme, vraiment j'arrive à franchir, à marquer des essais, où je m'épanouis vraiment dans mon jeu. Les signations se passent, je suis pas sélectionnée, mais c'est vrai que la passerelle entre le 7 et le 15 en équipe de France, elle existe, mais je faisais pas encore partie des filles qui étaient sélectionnables à 15. Et en fait, à partir de la fin de saison à 7, donc ouais, c'était quoi? C'était mai-juin. Il faut savoir qu'en même temps, je jouais en club aussi. Et avec le club, en 2016, on est champion de France. On est champion de France, donc je me montre un petit peu au poste de numéro 10, où j'ai fait des bons matchs avec Montpellier. Et du coup, sur la fin de préparation de la Coupe du Monde à 15, en juin, en fait, je suis appelée pour faire un stage avec le 15, où les filles du 7 sont amenées à venir s'entraîner et pourquoi pas avoir une place avec le 15. Parce qu'il faut savoir qu'à la fédération, ils veulent vraiment que cette passerelle existe entre le 7 et le 15, donc permettre aux joueuses qui performent à 7 de venir sur le 15. Donc ça a été mon cas. Et en fait, sur la préparation de ce stage, sur la continuité un petit peu de ma saison, tout s'est bien déroulé. Et derrière, du coup, je suis amenée à partir en Irlande pour cette Coupe du Monde sans avoir jamais joué de match international à 15. Donc particulier, mais vraiment sans pression, parce qu'autour de moi, j'avais des filles qui me faisaient confiance et qui pour elles, c'était pas, fallait pas se dire mince, elle a jamais joué de match international à 15, comment on va faire, quoi. Non, c'était vraiment dans la suite logique de ma saison à 7 où j'ai pris de l'ampleur que ça m'a amené sur les terrains du 15. Donc c'est génial, parce que c'est clair que je pense que ça doit pas arriver souvent. Et donc j'ai enchaîné, j'ai fait tous les matchs de la Coupe du Monde en Irlande jusqu'à la 3e place où on gagne contre les Américaines. Donc voilà, il y a ce regret-là de la défaite contre les Anglaises en demi-finale, parce que on avait les outils pour gagner, mais voilà, il faut un gagnant et un perdant. Malheureusement, c'était pas pour cette fois-ci, mais voilà, pour une première expérience à 15 en Coupe du Monde, je le referai sans hésiter. Voilà ce que j'allais dire. Est-ce que franchement, si tu devais retourner, à 15, t'hésiterais pas une seule seconde en fait? Ben, en fait, c'est ça. Moi, je suis encore sous contrat avec le 7. En fait, depuis 2015, je suis sous contrat avec le 7. Mais ça n'empêche que je suis licenciée à Montpellier en même temps. Donc, je garde quand même ce contact avec le 15. Même s'il y a eu des saisons où j'ai fait que du 7. Après, il y a eu le moment où je me suis blessée. Donc là, j'étais absente du 7 et du 15. Donc, par rapport à ta question, ouais, sur si l'opportunité à 15 Se représente. se représente, bien sûr que je n'hésiterai pas, et surtout sachant qu'en 2021 il y a la Coupe du Monde à 15 en Nouvelle-Zélande, et il y a eu le report des Jeux Olympiques été 2021. Donc été 2021 il y a les JO, et novembre 2021, donc 2 mois après, il y a la Coupe du Monde à 15. Donc voilà, il y a toujours cette possibilité avec les différents staffs, de faire des choix sur les joueuses qui veulent voir sur les deux disciplines. Et du coup, je serai amenée à jouer en club, jouer avec le 7 et faire des matchs avec le 15 de France si ça se produit. Mais en tout cas, bien sûr que ce sera 2 objectifs hyper intéressants à poursuivre. Victoria. Oui, du coup, tu nous as mentionné ta blessure, la blessure que tu as eue fin 2018. Du coup, là, tu revenais cette saison en forme pour pourquoi pas avoir des titres.
C'est pas trop frustrant avec la situation actuelle, du coup, d'arrêter la saison comme ça? Du coup, c'est vrai que depuis fin 2018, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment retrouver mon jeu, retrouver les compétitions, enfin les grosses échéances. Donc ça fait un petit peu bizarre. Et du coup, par rapport à la situation actuelle où là la saison elle est arrêtée, où il y a des tournois qui sont déjà reportés à l'année prochaine, où l'année prochaine ben, il y a les JO et la Coupe du Monde à 15. Donc, il y a tout ça qui arrive, mais je me dis bon, souffle un coup, t'as eu la blessure, t'as peut-être pas eu encore le temps de retourner sur le terrain comme les années précédentes, mais en tout cas, ce qui va arriver par la suite, là, il faut le prendre comme une opportunité de se dire, bon, sur cette saison, ben, finalement, j'ai pas pu m'exprimer comme je le souhaitais. Et du coup, sur le report des JO et la saison à 15 qui va arriver, moi, j'ai qu'une seule envie, c'est d'y plonger pleinement et de continuer à m'entraîner et essayer de progresser un maximum, même si là, la situation actuelle est difficile, bien entendu. Julien. Oui, du coup, par rapport à la situation actuelle, vous avez des consignes là pour redémarrer en fait en forme la saison suivante, ou là on vous laisse un peu tranquille et puis ça reprendra comme normalement en fait, c'est-à-dire au milieu de l'été. Ouais, c'est vrai qu'au début, on savait pas trop combien de temps le confinement allait durer, donc on est parti sur une base habituelle, enfin, avec notre staff qui nous ont conseillé de faire de la préparation physique en autonomie. On a l'habitude de faire ça quand on rentre, par exemple, quand on rentre dans nos clubs ou quand on a une période de transition entre deux tournois, où chacune on est chez nous, où on reste à Paris, où on s'entraîne de notre côté. Donc c'est des séances de cours, des séances de renforcement. Donc ça, on avait l'habitude un petit peu. Donc on a recréé un petit peu cette organisation en confinement. Il y a juste le fait qu'on puisse pas aller sur les terrains, voilà, qu'il faut s'aménager un espace pour s'entraîner. Bon, moi, j'ai la chance d'être à la campagne et d'avoir beaucoup d'espace. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de s'entretenir, de rester positive aussi, ne pas s'alarmer, ne pas se précipiter à vouloir tous les jours faire 3 entraînements. C'est pas possible, hein, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et du coup, là, par rapport à l'été qui va arriver, sur la saison prochaine, on va voir si on va forcément avoir des congés. Donc là, après avec le déconfinement, on va pas pouvoir encore s'entraîner en collectif. Donc ça va encore repousser un petit peu la préparation estivale. Donc on va certainement passer sur une session de congé avant de reprendre à la fin juin, début juillet, une préparation qu'on espère normale pour démarrer la saison. Donc alors, si on t'entend, tu n'es quand même pas trop déçu pour les JO, du report des JO, ce sera l'année prochaine et puis on prend comme ça vient. C'est ça, ouais. Je veux pas dire, ouais, je veux pas. Moi, dans ma philosophie, le fait d'être déçu quand on fait quelque chose, forcément, c'est négatif. Donc, c'est vraiment de voir les choses autrement et que je pense que pour vivre des Jeux Olympiques, j'ai jamais vécu. Je pense qu'il faut le vivre pleinement. Et c'est vrai que dans une situation pareille, forcément, c'était la meilleure solution à apprendre, quoi, le fait de les reporter. Que ce soit pour le spectacle et pour les prouesses de chaque athlète, il vaut mieux le vivre pleinement qu'à moitié en se disant oula, attention, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'était vraiment la chose la plus sereine à faire pour de reporter ces JO. Donc non, pas déçu et ça va laisser encore le temps aussi d'apprendre, de travailler sur nos points forts, sur nos points faibles, de continuer à progresser et pourquoi pas aller chercher un titre olympique. Alors justement sur l'année qui va venir du groupe 7, ça va être quoi l'objectif? Encore jouer les premières places C'est ça, en fait, il faut savoir qu'en 2018, à la Coupe du Monde à 7, on est vice-champion du monde. Donc, c'est un résultat qui n'a jamais été opéré auparavant.
Donc c'est vrai que depuis cette lancée là sur la Coupe du Monde où on arrive à battre des équipes qu'on n'avait jamais battues auparavant, comme les Australiennes, qui sont championnes olympiques en titre. Donc il y a quand même eu un élan sur cette Coupe du Monde là en 2018. Et depuis, c'est vrai que sur les saisons en World Series, il y a eu des podiums, il y a eu des finales de jouer. Donc ça continue dans ce sens-là. Donc oui, forcément, l'objectif de 2020, c'était d'aller chercher un titre olympique. Alors, je vous cache pas qu'en 2021, ce report-là des JO, ça reste le même objectif. Il faut se donner les moyens, il faut entreprendre encore plus, avoir un collectif soudé et voilà, on va tous dans le même sens. Mais voilà, c'est clair qu'on a acté cet objectif-là en début de saison cette année et on le gardera pour la saison prochaine. Alors, on va quand même vite fait changer du sujet complètement sur le sport féminin parce que bien sûr on en parle souvent. Selon toi, quelle est l'étape suivante, notamment dans le rugby féminin? On voit que depuis des années, il y a eu notamment cette Coupe du Monde en 2014 en France qui a très certainement été l'élément déclencheur du rugby féminin en France, même si quand même c'était peut-être pas très connu, mais l'équipe de France féminine de rugby a toujours joué à un très gros niveau. Selon toi, quelle est la prochaine marche pour le rugby féminin français? Juste, tu fais bien de parler de cette Coupe du Monde à 15 en 2014 en France parce que moi, ça faisait 2 ans que je jouais au rugby. Et du coup, avec mes parents et mes frères, on est monté à Paris, on a assisté à pas mal de matchs de la Coupe du Monde. Et du coup, moi, ça m'a permis de découvrir ce rugby féminin-là, l'élite, on va dire, de rugby féminin que je ne connaissais pas. Donc de voir des joueuses qu'encore je pouvais pas dire que c'était des grandes joueuses parce que je ne savais pas. Et du coup, moi, ça m'a permis déjà d'avoir un œil extérieur sur ça. Et c'est clair que depuis 2014 à maintenant, on a, je pense que le rugby féminin a créé une sorte de jeu qui plaît aux spectateurs, surtout en France. En tout cas, ça marche plutôt bien. Moi, j'ai pas eu la chance encore de jouer un tournoi de destination, donc de jouer en France. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, les stades sont remplis. Il y a quand même, c'est hyper. Il y a beaucoup d'engouement autour de cette équipe de France à 15. C'est vrai que pour le 7, c'est plus compliqué parce qu'on a beaucoup de tournois à l'étranger. Donc voilà, il y a un petit décalage à ce niveau-là. Mais nous, pour le rugby féminin, c'est vraiment l'idée d'être des athlètes de haut niveau, de s'entraîner dur. Enfin, on s'entraîne tous les jours, on a des calendriers très chargés. Voilà, donc nous, dans nos statuts de joueuses de rugby, on veut forcément aller plus loin et essayer de trouver même que ce soit avec la Fédération française de rugby, on a des contrats, donc il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et peut-être, moi, je vois sur l'évolution du rugby en France, c'est dans les clubs, ce serait bien qu'il y ait moins de disparité entre les clubs féminins, mais c'est encore un petit peu compliqué au niveau des structures des clubs, même au niveau financier, tout ça, il faut se rattacher au club masculin, sinon c'est vraiment galère. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, ça prend du temps un petit peu. On voit le football féminin qui commence à bien marcher, où les filles en club, elles sont plus amatrices. Donc voilà, nous, il faut savoir que les clubs, c'est complètement amateur. Donc même si les filles s'entraînent tous les jours, c'est vrai qu'il y a une vie à côté qui est très importante et il faut pas oublier ça. Donc ça demande beaucoup d'organisation. Mais voilà, pour tout ce qui est l'amour du jeu, l'amour du rugby, c'est vrai que dans le rugby féminin, je pense que on est vraiment dans le vrai. Julien. Ouais, on va passer, je pense, à des questions un peu plus, un peu moins sérieuses, on va dire. C'est peut-être difficile comme question, mais c'est quoi ton meilleur moment de ta carrière? Mon meilleur moment, mais je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est en 2018 à la Coupe du Monde à 7 à San Francisco, Ouais. où à la mi-temps de la demi-finale contre les Australiennes, on perd 12-0.
Mais en fait, dans le match, on sent qu'on peut aller gagner, quoi. Et finalement, on gagne, je sais plus exactement combien, mais on gagne de 2 points à la dernière seconde du match. Et enfin, on est revenu dans le match. Et en fait, le fait d'avoir gagné les Australiennes qu'on n'avait jamais battues auparavant dans n'importe quel match, mais voilà, ça reste l'un de mes meilleurs souvenirs parce que c'était fort et il y avait vraiment sur le terrain une osmose incroyable et c'était Victoria. Oui, du coup, tu nous parles de tournoi à 7. Donc, pour toi, quel est le tournoi à 7 que tu préfères? Alors, il y en a pas mal, hein, en plus. Ah, il va falloir choisir. Ouais, il faut savoir qu'au début, chez les filles, il n'y avait que 5 tournois, maintenant on est à 8. Donc, du coup, ça rajoute des pays à découvrir. Il m'en manque dans ma liste. Mais non, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça dépend le tournoi. Alors, en général, c'est vrai qu'en Australie, c'est quand même. Moi, j'aime bien ce tournoi. J'en aime plusieurs, en fait. J'ai eu la chance, avec France Développement, d'aller jouer à Hong Kong. C'est la Mecque du rugby à 7. Donc, cette année, c'était la première année où les filles du World Series intégraient le tournoi de Hong Kong, mais malheureusement, il a été annulé à cause du corona, du virus. Mais moi, j'ai eu la chance d'y jouer avec France Développement. Et c'était incroyable parce qu'en fait, on a joué dans un stade rempli. Donc, je sais pas, il devait y avoir 50 000 personnes. En fait, on a joué entre 2 matchs de garçons. Et nous, c'était la finale, donc on a perdu. Mais en fait, sur le terrain, on s'entendait pas. On n'entendait rien. Il y avait du bruit partout. Et c'était À fou. ce point. Ouais, c'était dingue. Ah, Et, alors, pardon, mais justement, est-ce que tu aimerais bien qu'il y ait autant d'étapes dans le rugby à 7 masculin que dans le rugby à 7 féminin? Est-ce que pour toi, c'est comme une idée complètement raisonnable et qui pourrait à terme aboutir? Là, les mecs, là, ils sont à 10 tournois. C'est quand même beaucoup parce que du coup, c'est par tournée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, même pas en France, entre 2 tournois, tu t'enchaînes direct. Donc, tu pars sur 3 semaines. Donc, c'est assez long. Moi, j'ai eu l'habitude d'en jouer 6 par an. Et c'est vrai que là, le fait qu'ils aient ajouté 2 tournois en plus, donc ça en fait 8. Je pense que ça va devenir très intéressant. Donc, on est encore dans l'évolution et du coup, ça permet aussi de découvrir des endroits vraiment du rugby à 7 où il se passe vraiment beaucoup de choses, donc notamment à Hong Kong, où là, je pense que c'est vraiment une autre planète. Et on espère qu'un jour, en France, en tout cas, au Paris 7, il y aura autant de monde et autant de spectacles. Donc, voilà. De faire peur, effectivement. Alors, bon, là, on va aller dans des questions un peu flash, on va dire. Si tu devais citer une joueuse qui t'impressionne dans le monde du rugby féminin en ce moment. À part toi. Ouais. Pardon. À part toi, bien sûr. À part moi, non, Sinon, c'est pas juste. non, mais il y en a plusieurs. C'est une néo-zélandaise, c'est Kelly Brazier. Elle est en fin de carrière un petit peu, mais en fait, elle est toujours là et elle sait toujours tout faire au bon moment. Et, euh, et c'est quelqu'un ouais, qui me plaît beaucoup dans son jeu. C'est hyper intéressant. Et donc, je m'appuie sur elle un petit peu. Et voilà, après, il y a. Là, si je réfléchis un petit peu à 15, il y avait. Portia Woodman, peut-être en Nouvelle-Zélande, qui est Oui, il y peut-être a la grosse star du rugby néo-zélandais féminin. C'est ça, c'est une joueuse impressionnante, un gabarit hors norme parce qu'elle est très rapide, très puissante, très difficile à plaquer et pour avoir joué contre elle, ouais, pareil, c'est vraiment une très belle athlète. Et donc voilà, le fait de pouvoir jouer face à de telles joueuses, c'est génial parce que ça permet aussi de voir la progression qui reste
à avoir pour atteindre ces performances-là. Donc, voilà. Julien. Oui, dans cette période-là, est-ce que tu pourrais nous conseiller une chanson à écouter? Ouais. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Ma chanson du confinement, c'est je sais pas si vous connaissez, c'est je l'ai noté parce que c'est en anglais au cas où que je c'est Sunday Best. Le titre c'est Surface. Donc, je ne connais pas du tout. En fait, c'est une chanson un petit peu où le mec il dit ça va, tout est ok, en gros je me sens bien, il est positif vraiment, donc et je la trouve voilà. Ouais, mais un peu la positive attitude. Enfin, quand tu l'écoutes, tu te sens plus relâché, plus tranquille. Donc voilà. S'il y avait une activité à faire pendant le confinement, si vous avez une terrasse, n'hésitez pas à bronzer, ça fait vraiment du bien. De se mettre sur son transat avec un petit bouquet là, c'est génial. Et pareil à la campagne avec le bruit des oiseaux et tout, c'est top. Ça doit être excellent la campagne. Ouais. Julien. Qu'est-ce que tu as pensé de la reprise du Roi Lion de l'an dernier, si je m'abuse? Parce que j'ai vu que tu étais une grande fan du Roi Lion. Ouais, des Disney en tout genre, c'est clair. Mais franchement, c'était pas trop mal. Le Roi Lion, je l'ai vu et revu. Et le film, pareil, j'ai regardé plusieurs fois. Et c'est top. Et surtout, je suis un peu deg là parce qu'il y a Mulan qui devait sortir 2 jours avant que le confinement commence. J'étais folle. Du coup, il est reporté à juillet. Donc pareil, voilà, dès la sortie du film, j'irai voir Mulan parce que ouais, tout ce qui est Disney et tout, ça, j'adore. On imagine alors que tu as pris l'abonnement Disney+. Alors, j'ai la chance que mon petit frère m'a envoyé son code. Ses codes. Il a directement passé à moi, donc je le remercie encore et je me régale. Et donc, justement, s'il y avait une série à découvrir pendant ce confinement, peut-être sur Disney+. Ouais, alors c'est vrai que je suis pas trop série. Moi, tu vois, je suis genre plutôt les vieilles séries, genre Grey's Anatomy, Prison Break, un peu tout ça, mais Les emblématiques. Ouais, les emblématiques, voilà, tout à fait. Après, dans les nouvelles séries, qu'est-ce que j'ai regardé récemment? Après, on peut découvrir des anciennes séries que peut-être les gens sont passés à côté, hein, on sait jamais. Ouais, peut-être. Moi, j'espère que tout le monde a vu Grey's Anatomy et Prison Break. Mais non, sinon, voilà, j'ai regardé Elite. Je sais pas si ça vous parle. Oui. J'ai aimé. Donc là, la saison 3, elle est sortie. Donc on peut s'enchaîner 3 saisons si jamais vous connaissez pas cette série. C'est pas mal. Julien. Ouais, moi j'avais une question sur ton prénom. C'est d'origine catalane ou c'est un hommage à Montserrat Caballé? Oui, déjà, mon prénom, souvent, on confond avec mon nom de famille. On m'appelle souvent Amédée. Donc, voilà, il y a ce petit jeu qui est drôle aussi. Moi, j'ai l'habitude. Mais du coup, Montserrat, non, c'est complètement... C'est espagnol. Et Okay. voilà, il y a pas trop de rapport avec quoi que ce soit. C'est vraiment ce qui a plu à mes parents. Et voilà, j'ai des origines espagnoles et italiennes. Mais voilà. Bon, moi, je t'avouerai qu'avant l'émission, j'ai confondu aussi. Donc, voilà. Ça m'étonne pas et je t'en veux vraiment pas. C'est gentil. J'en rigole souvent. Donc, et j'en rigole parce que des fois, je fais un petit peu patienter les gens quand ils me demandent bon, c'est quoi ton prénom et ton nom de famille. J'en joue aussi un petit peu, sinon c'est pas drôle. Bon, Montserrat, une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et la saison prochaine qui va arriver? Bon, dans quelles conditions, on verra, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Montserrat Amédée? Je pense dans ma carrière de rugby, le meilleur reste à venir encore. J'ai envie de gagner des titres, forcément, dans un sport, quand on s'embarque comme ça dans une dynamique de haut niveau, il faut forcément avoir des objectifs précis et donc ouais, il y a ce titre de championne olympique à aller chercher et si j'ai l'opportunité de basculer aussi sur le 15, à aller chercher
une médaille d'or aussi à Kent. Voilà, c'est des objectifs qui font rêver. Mais voilà, je veux m'épanouir à fond dans ce que je fais, et je pense que depuis que j'ai commencé le rugby, et même avant dans ma vie de petite sportive, j'étais déjà pleine d'envie. Donc voilà, je veux vraiment continuer dans ce que je fais tous les jours. Eh bien écoute, merci Montserrat. On va te laisser profiter du soleil de la campagne tarnaise, et aussi du chant des oiseaux qu'on entend derrière toi. Oui, quand même. Et donc le meilleur, hein, surtout bien sûr, bonne chance, et on te souhaite aussi la santé durant ce confinement, bien sûr. Merci à Victoria et merci à Julie qui était présent. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les émissions en ce moment, hein, le Club Toulouse et la feuille de match foot qui s'active aussi pour proposer du contenu, et voilà, vous changez un peu les idées durant cette période de confinement qui est certes difficile pour tout le monde, mais les jours meilleurs bien sûr sont à venir. Merci beaucoup, merci encore une fois Montserrat d'avoir été notre invité. Merci, et donc à vous, c'était sympa. et donc bon courage à tous.